Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, soyez les bienvenus sur Tchad Dogo News. Je suis Oumar Abadogo et je vous présente aujourd'hui le premier numéro de votre émission Tchad Apostrophe. Une fois par semaine, je reviendrai vers vous pour vous donner des informations sur ce qui se passe au Tchad, en Afrique et dans le monde. Et surtout, mon opinion, mon point de vue sur certains sujets. Sans avoir la prétention de maîtriser les sujets brûlants de l'heure, je parlerai pas comme on dit d'habitude de tout et de rien, mais je parlerai et je vous parlerai de tout et de tout, les sujets. Tout de suite, mesdames, messieurs, je vous présente les 3 sujets du jour. Nous parlerons de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, de la conférence des présidents des États membres de la CEMAC, et puis du procès de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Voilà pour les 3 sujets et nous commençons par la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. On parle souvent de fête de la femme, de journée de la femme, mais rarement de journée de lutte pour les droits des femmes. Les 2 premiers, c'est-à-dire la journée de la femme ou la fête des femmes, ce sont des termes et des opérations marketing, tout simplement. On parle comme ça pour vendre des pagnes et d'autres éléments qui contribuent à faire dépenser les femmes, les pauvres femmes, j'allais dire. Mais bon, sinon, normalement, le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. De toutes les femmes. Journée de la lutte, pas une fête. On ne peut pas parler de fête. On peut avoir des raisons pour fêter, mais fêter des victoires quand il y en a. Le 8 mars, certaines femmes peuvent fêter, peuvent faire une fête, parce que ce jour-là, elles ont fait le compte et elles sont aperçues qu'elles ont gagné des grandes victoires. On peut fêter, mais ce jour, ce n'est pas une fête, ce n'est pas une journée de fête, proprement dit. Si on prend le cas du Tchad, je ne sais pas s'il y a des victoires ou si on peut parler de victoire. Si on prend l'exemple de la lutte contre l'excision, du mariage forcé, de la violence faite aux femmes, d'une façon générale, rien ne s'est amélioré. On entend toujours parler de l'excision, de mariage forcé, de violence faite aux femmes. Il y a 1 ou 2 jours, une femme s'est fait tuer parce qu'elle voulait protéger ses arbres fruitiers. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas dire que les choses se sont améliorées. Voilà. Et en dehors du côté festif, du défilé sur la place de la Nation, organisé à grands frais, à grands pompe, on n'a pas vu les autorités rendre compte, faire le bilan, parler de ce qu'ils avaient proposé, promis il y a 1 an, et nous dire qu'est-ce qu'ils ont réussi à mettre en place, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon. Et s'ils n'ont pas réussi à faire quelque chose, ou ils n'ont pas réussi à mettre en place ce qu'ils avaient promis, qu'ils fassent le compte rendu, ils rendent compte aux femmes et leur dire
voilà, on n'a pas réussi à faire telle ou telle chose pour telle ou telle raison. Les associations féminines qui luttent pour leurs droits, elles aussi, elles doivent rendre compte aux autres femmes. Voilà pourquoi et sur quoi on s'est lancé depuis un an. On a gagné telle ou telle chose et pour les autres, on n'a pas réussi. Pourquoi on n'a pas réussi? Il faut qu'on ait la culture de rendre compte, en fait, je pense. Il faut rendre compte à tous les niveaux, mais pas se retrouver l'autocongratulation entre euh, les décideurs, faire défiler des femmes bien habillées en pagne de 8 mars, c'est pas suffisant. C'est réparti pour 12 mois et puis on se retrouve, on répète la même chose à chaque fois. Et je crois que c'est pas, on doit exactement donner des bilans. Ça fait à peu près 2 ans, le moyen Chari a 50% de taux d'excision. 2 ans après, ça a baissé ou pas, on ne sait pas. Donc, on aimerait bien avoir des nouvelles. Comme ça, le 8 mars devrait être le jour où on fait le bilan et on rend compte. Je dis bien, on rend compte. Quand on est choisi pour gouverner, pour diriger, on doit savoir qu'à un moment donné, on doit rendre compte à la population, tout simplement. C'est pas sorcier, c'est le b.a.-ba. Voilà. Je ne dis pas, par contre, que je dis pas que rien n'est fait, hein. Sûrement, beaucoup de choses ont été faites. Quand on prend le cas de la ministre Madame Longo, qui est très appréciée pour ce qu'elle fait, parce que toutes les femmes, les associations qu'on a réussi à contacter, parlant d'elle, ils n'ont aucun souci avec elle, elle se bat, on sait qu'elle fait beaucoup de choses, mais la ministre seule ne peut rien faire. Donc, et si elle fait des choses, c'est parce qu'elle est appuyée aussi au haut niveau. Donc, mais c'est pas suffisant. Peut-être que c'est à tort ce que j'ai dit qu'il n'y a rien de fait de particulier sur certains sujets. Mais si le 8 mars, les uns et les autres ont pris le temps de faire des rapports ciblés, de rendre compte sur des choses précises, ce serait mieux. On comprendrait, on saurait à quel niveau ça coince et pourquoi ça coince. Voilà, à ces sujets, je finis. Et puis, on va passer au deuxième sujet qui concerne la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui est composée de 6 pays, du Tchad, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Gabon, de la Centrafrique et du Congo-Brazzaville, la République du Congo. Parce que Congo-Brazzaville, ce n'est pas le nom du pays. Le nom du pays, c'est la République du Congo, tout simplement. Voilà, les chefs d'État sont réunis en conférence des chefs d'État à Yaoundé hier, 17 mars 2023. À Yaoundé, la capitale camerounaise, en présence de tous les 6 chefs d'État. À la fin de cette conférence, rien de concret. Je dirais comme d'habitude, rien de concret. Le franc CFA, on avait parlé des décisions qui seraient prises en ce moment-là. Mais rien de concret. Ils disent qu'on continue à réfléchir. Chaque année, ils continuent à réfléchir. Ils demandent au ministre des Finances de continuer à réfléchir. Donc on ne sait pas, on attend, malheureusement. Et s'agissant de la conséquence, ils ont parlé de la conséquence de l'agression de l'Ukraine qui nous a causé, malheureusement, trop de problèmes.
Ces chefs d'État saluent des mesures exceptionnelles prises par eux, membres de la Commission, des mesures qui ont permis, selon eux, d'atténuer l'impact de cette crise. Et là, ça devient inquiétant parce ils pensent vraiment qu'ils ont réussi à atténuer cette crise, qu'ils ont réussi à atténuer la souffrance de leurs différentes populations. Le contact qu'on a avec ces différents pays, le panier de la ménagère toujours vide, dans un pays où des pays d'agriculteurs ont continué à tendre la main pour avoir de grains de blé qui viennent d'ailleurs de l'Ukraine en pleine guerre, qui continuent à nous vendre, des fois à donner gratuitement. Et le chef d'État pense qu'ils ont réussi à atteindre quelque chose. Bon, ils savent ce qu'ils disent. Toujours est-il que la réalité, je pense, elle est complètement différente. Ils ont fait des choses, peut-être que ça sera empiré, mais pour les gens du bas peuple, c'est déjà pire. Et qui ont laissé présent, ils ont des éléments qui leur permettent aujourd'hui de dire qu'ils ont réussi à atténuer. Donc ils savent ce qu'ils disent, mais pour le bas peuple, c'est déjà pire. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Enfin, je n'ai pas compris quelque chose quand j'ai suivi la vidéo de la cérémonie d'ouverture de cette conférence des chefs d'État à Yaoundé. J'ai vu la présence de Madame Chantal Biya, présidente, première dame du Cameroun, donc présidente, épouse du président Paul Biya, qui a assisté à la cérémonie d'ouverture en face des 6 chefs d'État. Et du côté des ministres, elle était du côté des ministres, mais devant les ministres et devant le Premier ministre, sur un fauteuil différent, le même fauteuil qu'utilisent sur lequel sont assis les chefs d'État. Elle a le même fauteuil, mais elle est du côté des ministres, mais devant les ministres. Je ne sais pas, j'ai essayé de comprendre, de chercher à savoir si elle a un rôle particulier. Je n'ai pas trouvé de réponse. On me dit toujours que c'est la première dame. Qu'elle soit dans la salle, ça peut se comprendre, mais en premier rang, devant les ministres, même les premiers ministres, devant elle, avec un fauteuil particulier qui fait la différence. Quand on voit la vidéo, c'est assez prenant. Voilà, peut-être il y a une explication, peut-être en commentaire de la vidéo, vous pouvez, les uns et les autres, si vous avez des informations, nous mettre ça en commentaire. Mais toujours est-il que c'est particulier. À la fin de la cérémonie d'ouverture, il y avait une photo souvenir avec la première dame au milieu des 6 présidents. Personnellement, je n'ai pas compris pourquoi. Encore. J'imagine pas la conférence des chefs d'État de l'Union européenne à Bruxelles avec au milieu d'eux, je ne sais pas, l'épouse du Premier ministre belge, l'épouse du président Macron, je ne sais pas quoi. La première dame n'a aucune fonction officielle. Et même si elle en a, c'est au niveau de son pays, pas au niveau d'une organisation internationale. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison, mais j'aimerais bien savoir pourquoi elle est là. Quoi ça sert exactement, où notre patriarche a voulu simplement être à côté de sa femme. Et voilà, nous passerons au dernier sujet qui concerne le Sénégal, avec le principal opposant sénégalais, qui est M. Ousmane Sonko, un homme apparemment très brillant, très intelligent, très jeune,
qui, qui est accédé au pouvoir. Il a raison de chercher à diriger son pays et mettre ses capacités et son intelligence au service de la population sénégalaise et de l'Afrique en général. Mais là où ça coince pour moi, c'est la façon où il gère ses problèmes judiciaires. En fait, il veut diriger un jour le Sénégal, mais il respecte pas la justice aujourd'hui. Il, euh, il pense à chaque fois, il affirme que c'est des complots. Chaque fois qu'on le convoque, il dit que c'est le complot au haut niveau de l'État. Mais c'est pas une raison. Quand on cherche à diriger son pays un jour, on doit respecter la justice de ce même pays-là. C'est la première chose à faire. Complot ou pas, quand on te convoque, tu te rends comme tout le monde. Tu vas devant la justice. À chaque fois qu'on le convoque, il fait appel à ses militants et sympathisants pour l'accompagner. Et il sait très bien que ça va causer des émeutes. La première fois, c'était pour l'accusation de viol. Il a demandé aux gens qui quittent chez lui à telle heure pour se rendre au palais de justice, sachant très bien que les militants vont sortir et ils ont bloqué sa voiture, et ils ont brûlé, si je ne me trompe pas, il doit y avoir un ou deux morts. En tout cas, il y a perte d'hommes ce jour-là. Et ils n'ont pas pu l'entendre ce jour. Et le 16 mars, ce 16 mars-là, il a été convoqué pour diffamation. Un des ministres, il a accusé un des ministres de détournement de fonds, comme ça, et son jugement, ça a été reporté 2 fois déjà. Pour la troisième fois, les autorités ont jugé nécessaire de l'empêcher de faire le tour de la ville avant de se rendre au palais de justice pour ne pas attirer des manifestants derrière lui. Et là, ils l'ont pris manu militari, comme il résistait, ils l'ont forcé un peu, ou beaucoup peut-être, comme il le dit. Et donc, avec des gaz lacrymogènes et tout, ils l'ont amené au palais de justice. Mais à la demande de ses avocats, ce procès a été reporté pour la deuxième fois. Raison invoquée par les avocats de M. Sonko, disent que leur client a été littéralement brutalisé, entre guillemets, bien sûr, brutalisé et gazé, donc est traumatisé. Il ne peut pas assister à ce procès. Donc le procès a été encore reporté, mais selon nos informations, selon la procédure sénégalaise, ils ne peuvent pas le reporter pour une troisième fois. Donc la prochaine fois, je ne sais pas quel argument ils vont donner. Mais en tout cas, c'est une bonne ligne de défense pour l'instant, une ligne de défense respectable, qu'on doit respecter. Mais ça, c'est le propre aussi des opposants africains en général. Ça se passe aussi ailleurs un peu, mais en Afrique, c'est devenu une mode. Il faut, il faut toujours faire appel à ces manifestants quand on doit répondre à la justice. Quand on veut devenir président d'un pays, commence par respecter la justice de ce pays-là. Tout simplement, il n'y a pas de... On fait comme tout le monde. On va se défendre. On a les micros. Quelqu'un comme Sonko, il peut organiser une conférence de presse tous les jours s'il veut. Il peut parler de tous les sujets, des complots et tout. Mais il s'est dit, je suis un citoyen modèle, je suis un républicain. La justice m'appelle. Je prends ma voiture, peut-être avec mon chauffeur, peut-être qu'il y a un garde du corps. Je me rends à la justice, je réponds aux questions, tout simplement. Et politiquement, il peut continuer à faire des déclarations et c'est le jeu politique normal. Mais ne pas chercher à causer des troubles à l'ordre public pour éviter de répondre à la justice,
c'est pas bien pour un futur président, parce que je le suis vraiment, parce qu'apparemment c'est quelqu'un de terrain qui a beaucoup bossé, et c'est un bon élément, un bon homme politique pour le Sénégal et pour l'Afrique. Et l'Afrique en a vraiment besoin. Et je reviens un peu au Tchad, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux où les gens commençaient à comparer Ousmane Sonko à notre succès Masra. Parce que lui-même, il a fait une déclaration où il soutenait son ami Sonko, et il dit que c'est la même chose au Tchad, donc par rapport à sa personne. Et ses sympathisants du côté du Tchad, ils l'ont comparé à Sonko. Ils sont tous les deux jeunes, jeunes, beaux, vigoureux. Et je crois que la comparaison s'arrête là, parce que Ousmane Sonko, je crois qu'il a étudié peut-être un peu à l'extérieur aussi, mais il a étudié au Sénégal, il a travaillé au Sénégal, il a fait le tour du Sénégal, il connaît tous les recoins du Sénégal. Je crois, c'est le premier qui a créé les syndicats des agents de service des impôts. C'est quand il était au service des impôts qu'il a créé un syndicat. Il a appris aux fonctionnaires de se défendre leurs droits. Il a été député, il a fait des campagnes, il a travaillé, disons, pour son pays. Mais de l'autre côté, Masra, tout jeune, tout intelligent qu'il est, il ne connaît pas sur le Tchad comme Sonko connaît le Sénégal, parce que lui, il a étudié à l'extérieur, il a travaillé à l'extérieur. Il est rentré directement, il a créé son parti politique. Il a construit une grande et belle maison qui abrite le siège de son parti. Dans cette grande maison, il y a un grand balcon où tout se passe. Le balcon de l'espoir du peuple, mais il est toujours haut sur son balcon et regarde le peuple de bas. Il fait ses discours, le peuple est au soleil, en bas, il est sur son balcon. Voilà, pour l'instant, on ne peut pas faire une comparaison avec quelqu'un qui a fait ses preuves sur le terrain, est devenu député de la nation. Il a participé à une élection présidentielle où il est sorti à 2e ou 3e, je crois. Voilà, donc la comparaison s'arrête à leur jeunesse, à leur intelligence. Et nous espérons que du côté du Sénégal, tout se passe bien pour Sonko. Et du côté du Tchad, nous souhaitons vraiment que Succès Masra trouve une issue à son exil, parce qu'on a besoin de personnes comme lui, avec ses bagages intellectuels, toute sa connaissance, toutes ses bonnes idées. J'espère qu'avec le gouvernement du Tchad, avec les pouvoirs en place actuellement, avec l'aide des amis du Tchad, trouve le moyen que ce jeune brillant banquier tchadien revienne au pays, que les choses s'apaisent et que nous tous les Tchadiens profitent de ses connaissances, de son intelligence mise au service du pays. Voilà, mesdames, messieurs, le premier numéro de Tchad Apostrophe s'achève. N'oubliez surtout pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour recevoir Apostrophe numéro 2. Je vous dis à très bientôt. Merci.